notamment dans le monde des médias. Le journalisme a connu des évolutions, il connaît toujours des évolutions constantes qui concernent tous les maillons de la chaîne d'infos, sources, recueil, traitement, production, même consommation de l'information, archivage et stockage. La conséquence, c'est que certains métiers tendent à disparaître, d'autres évoluent, d'autres se créent. De nos jours, par exemple, un journaliste reporter d'image peut s'occuper de tout, de A à Z, de son tournage, du montage, du mixage, lui-même, il fait tout, il n'a plus besoin de deux autres personnes. Sous d'autres cieux, le secrétaire de rédaction est un poste qui commence aussi à disparaître, remplacé par l'éditeur ou l'éditeur visuel, ce qu'on appelle l'éditeur visuel. On passe donc d'un profil qui combattait, entre guillemets, les dérives professionnels de notre métier, qui était là pour garantir un petit peu la déontologie du métier, un profil qui gère plutôt le chemin de fer et les pré-maquettes jusqu'à l'étape finale. Si les nouvelles technologies permettent plus de rapidité, plus d'accessibilité et aussi plus de liberté d'expression, peut-être plus de liberté d'expression, oui, au Maroc, elles poussent aussi les journalistes à déserter le terrain. On se demande alors que leur reste-t-il de leur propre métier aux journalistes. Pour en parler donc de cette relation entre journalisme et nouvelles technologies, je laisse d'abord la parole à Guillaume Jobin, président de l'OIJ Paris. Bonjour. Je salue la présence de Sarah Rami, qui a été le major de sa promotion à Casablanca. Les nouvelles technologies, ça fait quand même 20 ans que j'entends le terme nouvelles technologies, donc elles sont plus si nouvelles que ça. Quand je vois que ma femme de ménage a un smartphone, que ma fille a des trucs qui viennent directement des États-Unis, je me dis on n'est plus dans la nouveauté, on est dans l'usage quotidien. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a accès, enfin tout le monde, presque tout le monde a, j'exagère toujours un petit peu, a accès à Internet. Donc maintenant, ça fait partie des choses. L'imprimerie, elle a été inventée quand l'Amérique a été découverte à la fin du XVe siècle. C'est une très ancienne technologie. Donc maintenant, on dit la technologie tout court, parce que la nouvelle technologie, on ne sait pas ce qu'elle sera encore. Ce qui est clair, c'est que la presse aujourd'hui papier, elle est morte. Si elle n'est pas morte, elle le sera bientôt. Elle va servir encore pendant quelques années à emballer le poisson et les cacahuètes. Et elle est morte pour deux raisons. Je vais prendre l'exemple de tel quel. Moi, je ne parle pas dans le vide, je parle dans le concret. Les informations qui sont intéressantes dans l'hebdomadaire tel quel, elles sont sur le site, elles ne sont plus dans l'hebdomadaire en papier. Alors, moi, en tant que consommateur, en tant que lecteur, quel est mon intérêt à aller acheter le vendredi l'hebdomadaire en papier quand tous les jours, toutes les heures, j'ai une actualisation des informations qui sont dessus? Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, l'avantage et l'inconvénient d'Internet, parce que c'est de ça qu'on parle, qu'on consulte sur son téléphone, son ordinateur ou la télévision, c'est Internet. L'avantage et l'inconvénient d'Internet, c'est que tout le monde peut écrire n'importe quoi. Et quand on est sur les réseaux sociaux, à commencer par Facebook ou Twitter, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que tout le monde écrit n'importe quoi. Alors, la différence entre un journaliste et un civil, je mets des guillemets à civil, c'est qu'un journaliste, il est tenu par ses connaissances professionnelles à plusieurs choses. La première, c'est qu'il ne doit pas écrire n'importe quoi, il doit vérifier ce qu'il écrit. Et ça, c'est la première chose que je fais quand je vois un post sur Facebook avec, par exemple, la semaine dernière, il y a 15 jours, c'était 4 bombes à Bruxelles, il y en avait que 2. Et alors je ne sais pas où la personne a été inventée les 2 autres bombes, mais vous voyez les dégâts que ça peut faire dans l'opinion publique. Donc il faut vérifier ces informations. Le deuxième, c'est la déontologie. La déontologie, on n'a pas besoin d'un code de la presse qui ne sert à rien. Et je parle du code de la presse marocain, qui est une régression sur la liberté d'expression et les droits des journalistes. Il y a un code pénal qui est largement suffisant. Le journaliste, il doit respecter les gens dont il parle. Quand il accuse quelqu'un, il doit mettre le présumé coupable, mais pas dire monsieur machin est coupable de je sais pas quoi, de viol, de vol ou de détournement d'argent. Il doit vérifier cette information et il doit s'abstenir d'insultes. Et quand je dis ça, vous voyez la différence avec ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux qui sont la version moderne en fait du belgag ou du téléphone arabe comme on dit en France. Sarah a mentionné des postes qui disparaissent, et là c'est vrai. Et là, je mets le doigt sur les DRH, des médias, uniquement des médias. Les postes disparaissent, mais la qualité disparaît aussi. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une presse papier. Je continue sur l'exemple de tel quel. Quand je suis arrivé au Maroc, où je passe la moitié de mon temps, il y a 5-7 ans, tel quel tirait à 35 000 exemplaires. C'était le numéro 2 du marché, derrière Femmes du Maroc, qui est à peu près à 50 000 exemplaires. Aujourd'hui, tel quel, ils sont péniblement à 5, 6, 7, 10 000 exemplaires, ça dépend des semaines et du sujet. Donc vous voyez qu'ils ont perdu les 2 tiers de leurs lecteurs. Et en face de ça, vous avez une floraison de sites web d'information, le premier étant encore le site de tel quel, suivi de près par le 360 en français.
En arabe, c'est Express, qui est à 120 000, 130 000 à peu près visiteurs jour. La presse papier est en train de fondre. Elles font au Maroc, comme en France, comme aux États-Unis. En France et aux États-Unis, enfin dans les pays dits occidentaux, la presse perd à peu près 5% par an. Au Maroc, je pense qu'elle perd entre 10 et 20%. Et elle perd 10 à 20% pour une question de qualité. Pourquoi? Parce que la population de journalistes aujourd'hui en poste, il y a un tiers de vieux, je dis des vieux, c'est des gens de mon âge, donc qui datent d'avant, vous voyez, de l'époque, qui ont été formés à l'époque Basri, qui n'est pas forcément la meilleure école pour la liberté d'expression qui existe réellement au Maroc. Il y a une deuxième tranche de journalistes, qui sont les journalistes qui sont autodidactes, ceux qui sont arrivés là parce qu'ils ont vu de la lumière, parce que c'est glamour de travailler dans un média, c'est prestigieux de travailler à la télévision ou de se faire entendre à la radio. Et puis il y a une dernière couche qui est représentée ici par nos futurs diplômés et par Sarah, qui est celle des diplômés, qui est celle des gens qui ont compris que c'était un métier qui était d'apparence facile mais de contenu difficile et d'une extrême rigueur. C'est facile de parler pendant des heures, c'est facile d'écrire 10 pages, c'est très dur d'écrire une information en 15 lignes, c'est très dur de faire les informations à la radio, on doit se cantonner de, je sais pas, on prononce 2 pages en 10 minutes à peu près, même pas, en 5 minutes. Même pas. Et être concis, c'est ce que je vais essayer de faire parce que aujourd'hui, moi je suis là pour servir un peu je suis content d'illustration, mais ceux à qui on doit faire honneur, c'est aux diplômés, que ce soit les diplômés en RH ou les diplômés en journaliste. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est le lecteur. Le lecteur, c'est un consommateur, c'est le lecteur qui fait le média, qui permet aux médias d'exister. Et la transition aujourd'hui, c'est que le journaliste doit maîtriser non pas ou la télévision, ou la radio, ou la presse papier, ou l'Internet, il doit maîtriser tout à la fois. Je vais prendre l'exemple du 360. Le 360 aujourd'hui, leur part de marché, elle monte parce qu'ils ont une présence vidéo, donc de sujets vidéo, qui est aussi importante que leur présence en écriture. Et aujourd'hui, la jeune génération, c'est-à-dire, la jeune génération, c'est pas les diplômés, hein, c'est des gens entre 15 et 20 ans. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'information sous forme de vidéos brèves, de 5 à 10 secondes. Pas plus. Donc ça veut dire qu'en 5 à 10 secondes, il faut trouver comment on va résumer l'information, quitte après à ce qu'on aille chercher plus loin. Ce qui veut dire que l'étudiant en journalisme aujourd'hui, c'est plus un intellectuel avec son papier et son crayon, c'est quelqu'un qui doit maîtriser avec son clavier le son, la vidéo, avec un smartphone, il n'y a pas besoin d'avoir une caméra à 100 000 dirhams. Il doit savoir le mettre en ligne, il doit savoir fabriquer ou participer à la fabrication technique du site internet dans lequel il travaille, et maîtriser les 3 aspects, y compris la photo. Donc c'est un métier qui est une sorte aujourd'hui, une sorte de métier d'artiste. Madame Araki tout à l'heure disait, quand la personne a fait ses 7 heures dans la journée, j'ai calculé 7 heures par 5 jours, ça fait 35 heures, c'est-à-dire qu'on est au régime français quasi-socialiste de travail. Moi je pense que quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine, il n'a pas sa place dans un média, il n'a pas sa place dans le journalisme. Il faut qu'il rentre, vous savez, dans le service où on met des coups de tampon là, à la Mucata, là il sera très bien, ou à la poste, mais un journaliste, ça doit travailler 40, 50 heures, c'est un esclave, non pas de son patron, ce qui est souvent le cas, mais c'est un esclave de l'actualité. Donc il doit être au plus près de ce qui se passe, et il doit travailler nuit et jour. Ça veut pas dire qu'il doit travailler 24 heures sur 24, mais qu'il doit penser qu'on puisse travailler la nuit à défaut de travailler le jour. Les gens qui font les journalistes, pardon, qui présentent le journal à la radio le matin à 8 heures, ils sont debout à 3 heures du matin. Donc c'est pas un métier de feignant, c'est un métier d'artiste qui demande à maîtriser des compétences d'écriture, des compétences visuelles, des compétences graphiques, des compétences d'électronique aussi ou de technologie. Et donc c'est un métier assez complet. Je pense que la rémunération n'est pas en termes d'argent, elle est dans le plaisir qu'on a de travailler et dans le fait de faire, par exemple, je vais prendre le cas de Sarah, elle va faire son journal à 8 heures, à midi elle va passer chez 2M pour participer à un débat, à 4 heures elle va envoyer un papier tel quel au matin sur un sujet de son choix, et le samedi elle fera une présentation dans la réunion annuelle d'une entreprise pour expliquer les résultats. C'est ça qui est intéressant, c'est de passer d'une chose à une autre. Il y a peu de métiers qui le permettent aujourd'hui. Je ne voudrais pas m'éterniser parce que je pense qu'il faut passer au sujet principal qui est la remise des diplômes, et je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume. Donc, Badruddin Bouchourab, président de la MPSI. Donc je pense que Guillaume a tout dit. Donc moi, finalement, j'ai envie de parler. Oui. Alors j'ai juste oublié un point majeur. D'accord. Parce qu'on en a parlé.
Mon observation, pour moi qui passe la moitié du temps au Maroc, c'est qu'il y a un vrai changement depuis 2012 dans les médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie liberté d'expression que je n'ai pas sentie quand je suis arrivé en 2007-2008, où non pas qu'il y avait une censure, il y avait une autocensure. Les patrons de presse disaient aux journalistes « faut pas que tu parles de ça ». Alors c'était notamment à l'école, par exemple, je prends l'exemple de l'économiste avec qui je collaborais à l'époque. Il y avait une autocensure permanente. Aujourd'hui, cette autocensure, elle réside dans la tête du journaliste, mais elle se libère. Et ce que les journalistes français appellent les lignes rouges au Maroc, je pense qu'elle n'existe plus. On est plus dans une question de forme que dans une question de fond. Il n'y a pas de sujet aujourd'hui d'actualité dont on ne peut pas traiter au Maroc. Je ne vais pas donner des exemples parce que ça serait rester un peu trop longtemps, mais je pense qu'il faut qu'on reste sur cette notion-là, que la liberté d'expression, elle est totale à condition qu'on y mette certaines formes. Merci Badreddine. Donc, moi, je voudrais, en fait, quand on dit journaliste de nouvelles technologies, je pense directement à tout ce qui est Web 2.0, à tout ce qui est web journaux, tout ce qui est web TV ou web radio. C'est vrai que le développement de l'informatique a beaucoup aidé aujourd'hui, en fait, pour ma part, parce que je m'y connais beaucoup moins en journalisme, mais beaucoup plus en web. Je trouve que donc, je pense qu'aujourd'hui, le métier de journaliste a bien changé. C'est vrai qu'il y a certains, comme disait Sarah, un certain nombre de métiers qui ont disparu, enfin qui sont en train de disparaître. Je prends l'exemple, en fait, par exemple, de métier de correcteur. On a de plus en plus, en fait, aujourd'hui, on a des logiciels de correction, donc il y a un certain nombre de métiers qui disparaissent, mais il y a d'autres métiers, en fait, dans le journalisme, qui sont en train de se développer. De toute façon, avant, on n'avait pas des journalistes qui étaient capables de faire de l'infographie ou du web design. Aujourd'hui, on a de plus en plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me rappelle en 2013, quand on avait parlé de ce diplôme-là, on avait dit, voilà, nous, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des nouvelles technologies, que le journalisme est en train de se développer, et que, pourquoi pas, essayer de faire en sorte que nos futurs diplômés, ou futurs lauréats, aient triple compétence. Une première compétence dans le domaine du journalisme, donc savoir écrire, surtout, dans le domaine du digital, mais aussi dans le domaine du web. Et c'est ce qu'on essaie de former aujourd'hui, former un étudiant ou un diplômé qui est capable à la fois d'être journaliste, mais aussi être capable lui-même de faire un site web de A à Z, et aussi quelqu'un qui peut faire tout ce qui a un rapport aussi avec les médias sociaux, tout ce qui est community management, tout ce qui est Facebook, etc. Un autre point aussi, ça aussi Guillaume a pu le dire, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus besoin de grosses caméras. Avant on allait en reporter, pour faire un reportage on avait besoin de 2, 3 voire plusieurs personnes. Aujourd'hui un simple smartphone nous suffit pour faire un reportage. Donc et comme disait Sarah, le journaliste est capable de lui-même monter, écrire et prendre sa vidéo. Ensuite, moi, je voudrais parler plus au niveau chiffres. Guillaume disait qu'aujourd'hui, le journal presse papier est en train de mourir. Quand on regarde les chiffres, en 2013, la NRT a sorti des statistiques où on disait que le nombre de Marocains aujourd'hui qui regardent la télé marocaine est de à peu près 36%. Le nombre de Marocains qui lisent la presse marocaine est de 8%. Ceux qui écoutent la radio, 17%. Par contre, ceux qui sont sur le web ou sur Internet, plus de 40%. Aujourd'hui, le dernier recensement a montré qu'on était 34 millions de Marocains, 17,5 millions d'internautes au Maroc selon la Fédération de e-commerce, nationale du e-commerce, en 2014. Ce qui montre qu'il y a une vraie présence. Donc, dans un foyer, une personne sur deux se trouve sur Internet. Il y a d'autres chiffres qui peuvent être très intéressants. C'est de savoir que 43% des Marocains ont un ordinateur, 16% ont un smartphone et 7% ont une tablette. Donc aujourd'hui, vous savez tous, bon, j'ai pas envie encore de parler de la presse papier, mais aujourd'hui, quand on a un journal, on le lit le lendemain et on sait très bien où il finit. Alors que si on va sur Google par exemple, on peut chercher des articles qui ont été écrits sur Internet, sur le web, concernant le 11 septembre, on en trouvera encore. Et c'est ça en fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, sur le web, l'article est immortel. C'est ça qui est important. Ensuite, moi, je ne vais pas trop m'éterniser non plus, mais moi, ce qui me dérange aujourd'hui, et c'est ça qui est important en fait qu'on essaie de faire comprendre à nos étudiants et à nos futurs diplômés, c'est cette question de déontologie. Aujourd'hui, on ne peut pas être un journaliste et écrire n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de cours et qu'on a mis en place un certain nombre de cours
sous le titre déontologie pour essayer de faire comprendre à nos étudiants que le métier de journaliste est un métier qui est noble, mais il faut apprendre à ne pas dire n'importe quoi. Ce qui est important aussi, c'est de savoir aujourd'hui, il y a plus de 500 sites d'information au Maroc. Mais le problème qu'il y a, c'est la réglementation. C'est que ces sites-là, ils ne sont pas réglementés. Donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui écrit derrière, et tout le monde peut écrire. Et surtout avec l'avènement des médias sociaux et avec le web 2.0, on peut tous être des journalistes. On peut tous aller sur Internet, commenter, écrire et diffuser l'information. Donc c'est plus le téléphone arabe aujourd'hui, c'est le smartphone arabe, si tu veux. Ensuite, moi ce qui me dérange aujourd'hui dans les médias, dans le web, et notamment on va parler plus du cas du Maroc, c'est tous ces médias qui sont avant les infos à la télévision, on était en train de chercher des téléspectateurs. À la radio, on cherchait des internautes, plutôt des auditeurs. Mais aujourd'hui, les gens qui ont des sites d'information cherchent de plus en plus des internautes, mais surtout, ils cherchent des likes et des commentaires. Et donc, ils sont prêts à mettre n'importe quoi pour attirer les likes. Vous savez pourquoi quand on attire les likes, c'est pour avoir plus de visiteurs, et qui dit plus de visiteurs, plus de publicité. Mais malheureusement, ça perd de crédibilité aujourd'hui. Le journalisme commence à perdre, notamment au Maroc, perd en crédibilité. Je ne ferai pas de publicité, notamment négative pour certains sites, mais il y a certains sites où tous les jours, on n'arrête pas de voir scandale, fadeha, 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 fadeha. Et on doit cliquer pour voir ce qu'il y a, et en fin de compte, on trouve qu'il n'y a rien d'intéressant. Je me suis amusé hier à regarder un peu faire une comparaison entre les sites français et les sites marocains pour voir un peu ce que ça va donner au niveau du poisson d'avril. Et je me suis retrouvé sur un site marocain qui, en l'espace de 2 heures, a sorti au moins une dizaine de poissons d'avril et qui s'est permis quand même de dire mort de Ben Kiran, par exemple, ou sortir des poissons d'avril, mais je ne sais pas, je crois que même le principe du poisson d'avril n'est pas compris. L'essentiel pour la personne, c'est juste d'avoir des clics et des likes. Bon, et avoir le buzz. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas trop m'éterniser. Moi, je voulais vraiment insister sur ce point-là. Pour ceux qui vont travailler dans le domaine, et il y en a beaucoup, je sais qu'il y a des étudiants qui travaillent dans le web journalisme ou en tant que community manager. Si vous voulez avoir des likes sur le long terme, essayez d'être crédible et donner la vraie information. Voilà, merci. Ceci dit, c'est un marché qui est en développement. On a au moins une dizaine d'offres d'emploi de CDI ou de CDD de journalistes qui ne sont pas pourvus au Maroc. Donc, que ce soit à Tanger, à Casablanca ou à Rabat. Donc c'est un marché sur lequel il y a un avenir, en tout cas en termes de travail. Merci. Merci beaucoup. Alors je vais vous poser quelques questions. Je vais commencer par Badreddine Bouchorab. Alors, en termes de formation, vous proposez un master en web journalisme. Vous proposez certaines formations, donc certaines compétences à acquérir. Est-ce que vous sentez que les étudiants sont réceptifs par rapport au fait d'avoir cette capacité-là à créer un site, par exemple? Et selon vous, est-ce qu'un journaliste doit absolument être formé ou est-ce qu'il peut se former tout seul? Merci pour la réponse. En fait, là, on a une promotion de 6 étudiants, enfin 6 lauréats. Je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4 qui sont là aujourd'hui parce que les autres ne sont pas là. Mais on a passé une année à essayer de les convaincre que le côté technique était intéressant. Donc ils en avaient marre en fait d'avoir tous les jours en fait à développer en HTML, en CSS, en PHP, etc. Mais je pense que dans quelques mois, ils vont nous remercier. On a déjà une qui nous a remercié parce qu'elle a trouvé du travail dans le community management et c'est grâce à ses compétences en référencement qu'on l'a recrutée. Je voudrais juste dévier un peu de la question et revenir un peu sur le panel qui était enfin de DRH et de consultants RH. Il y a un point très important que j'arrête pas de dire aux étudiants et j'aimerais qu'on leur dise aujourd'hui aussi. Ce qui compte, ce n'est pas le carton. Moi, le diplôme, je l'appelle un carton. Un diplôme sans compétences, c'est un carton. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est avoir les compétences. Et le fait, c'est pas parce qu'on fait un master en journalisme, par exemple, qu'on n'a pas le droit d'avoir des compétences en informatique. Et c'est pas parce qu'on fait un master en communication qu'on n'a pas le droit d'avoir un cours en RH. Au contraire, aujourd'hui, il faut avoir des compétences. Et plus on a de compétences, plus on a de chances d'être recruté. C'est très simple. Beaucoup d'étudiants me posent la question pourquoi on met en fait permis B sur le CV.
Mais parce que si j'ai deux candidats qui se ressemblent et qui ont presque les mêmes profils, je préfère avoir celui qui a un diplôme en plus. Et le permis B, c'est un diplôme en plus. Bon, là, j'ai caricaturé, mais je parle surtout, parce que je connais la plupart de mes étudiants. Ils sont une soixantaine, et la plupart, et j'en vois un sourire, quand ils sont en master communication, quand je leur dis qu'il y a un cours de comptabilité, ils me disent non, j'ai pas envie d'être en comptabilité. Donc voilà, et il faut comprendre que en tant qu'ingénieur informatique, j'ai fait des cours de RH, j'ai fait des cours de marketing, j'ai fait des cours de communication, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai été embauché, ou je travaille, ou je suis en entreprise. Il faut qu'on soit un bac plus 5, il faut qu'on soit compétent, avoir les bases, et après se spécialiser. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci. Guillaume, vous avez tout à l'heure, on a parlé de liberté d'expression, vous avez dit tout à l'heure que le code de la presse ne servait pas à grand-chose, mais comment on gère justement ce dont a parlé tout à l'heure Badreddine en termes de bavure ou de manquement aux déontologies concernant les sites d'information? D'accord. On peut faire un site d'information marocain qui soit hébergé en Espagne, en France, ou pire. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez un site d'information marocain, même en arabe ou en français, qui s'adresse aux Marocains, s'il est hébergé en Espagne, le ministère de la Communication et la justice marocaine n'ont aucun pouvoir. Et aujourd'hui, on ne peut plus bloquer. L'exemple de la révolution, entre guillemets, en Tunisie en 2011 a montré qu'on ne peut plus bloquer Internet. Il y a toujours des moyens par les VPN ou d'autres moyens technologiques de contourner une censure technologique. La censure, entre guillemets, c'est-à-dire le respect de la déontologie, doit être fait par les patrons. Il y a là, un journaliste, c'est un journaliste, un patron de presse, c'est un patron de presse. Il ne faut pas mélanger les deux fonctions. Et là, on revient à ce qu'on disait, nos amis DRH ont dit tout à l'heure. Le DRH, je ne sais plus lequel des trois l'a dit, mais c'est le numéro 2 de l'entreprise, et ça doit être le cas dans un média. C'est-à-dire qu'un journaliste qui fait une bavure, ça existe partout, dans tous les pays du monde, sauf en Corée du Nord, évidemment. Mais... Donc, si un journaliste fait une erreur ou une faute, la différence, c'est que si elle est intentionnelle ou pas, à mon avis, il faut un avertissement, comme on fait à l'école d'ailleurs. Et la deuxième fois, c'est plus un avertissement, c'est la porte. Et c'est comme ça que ça va se gérer. Il n'y a pas besoin d'avoir un code de la presse compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir une autorité extérieure. Si jamais le journaliste fait une faute pénale, il y a des tribunaux pour y répondre. Mais à condition de pouvoir, évidemment, avoir pression sur lui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions publiques? Point de sanctionner, par exemple. La première, c'est déjà le plagiat. C'est-à-dire qu'il faut que le journaliste respecte le travail des autres. Quand un site, il y a un site qui s'appelle Le Site qui vient de se créer. Tous les articles que j'ai, moi ça m'intéresse quand je vois un nouveau média, et j'aime pas critiquer les médias même si c'est mon sport favori. Ça se fait pas. Si on publie quelque chose, ou on n'a rien à publier, on dit rien et on ne publie pas, soit on dit, voilà, cette information a été prise sur Asada ou Le Matin ou autre, mais on ne publie pas le travail de quelqu'un d'autre. C'est du vol de propriété intellectuelle. Ça, c'est un premier exemple de faute. Deuxième exemple de faute, c'est quand on accuse quelqu'un injustement. Ou quand on dévoile aussi, par exemple, l'homosexualité est interdite par le code pénal, bien ou mal, c'est pas ma question. Si on dit, et c'est le cas, je l'ai vu dans un support de presse arabophone il y a un an, on dénonce quelqu'un en tant qu'homosexuel, ou voleur, peu importe la faute pénale qu'il a commise, le journaliste commet une erreur, il commet une faute, c'est-à-dire qu'il va plus loin que ce que la loi même l'autorise à faire. Il doit mettre des précautions d'usage, il doit conserver l'identité de la personne, même un bandeau noir sur les yeux. Il y a tout un tas de... Je vais prendre un exemple qui est moins grave que ça. L'année dernière, il y a un média qui a dit qu'on avait vu un crocodile dans le fleuve Boré-Greg à Rabat. Et ils sont tous partis, toute la presse marocaine a entonné un crocodile dans le Boré-Greg. Moi, comme j'habite à côté du Boré-Greg à Salé quand je suis au Maroc, j'ai fait mon enquête. Donc je suis allé voir le port, les pompiers, la préfecture, le Wali, etc. On n'a jamais retrouvé la moindre personne qui ait vu un crocodile. Et évidemment, les autorités ont dit un crocodile ou pas de crocodile, mais en tout cas, on n'a jamais vu de crocodile. Et ça, c'est quoi? C'est ce que disait Badreddine tout à l'heure, c'est faire du sensationnel, c'est vouloir avoir des likes et des clics, etc. C'est une faute. Je veux dire, soit on dit, il y a une rumeur, une légende urbaine, comme on dit maintenant dans le terme américanisé, qui pourrait prétendre qu'il y a un crocodile dans le Boré-Grec, mais quand on annonce quelque chose comme étant une certitude, quand on sort des théories complotistes en disant le 11 septembre, c'est le Mossad, tout ça c'est IA, il n'y avait pas d'avion, il y avait des hologrammes, on n'a pas marché sur la Lune. Là, si le journaliste qui est un professionnel répète pardonnez-moi du gros mot, mais je veux dire les conneries qu'on peut trouver sur Internet,
c'est aussi une faute. Et je pense que c'est au patron, c'est au rédacteur en chef, puis au patron du média, de faire la police, entre guillemets, chez lui, dans son média, et de gérer ces gens. Ça se fait dans les entreprises, entre guillemets, normales, c'est-à-dire que ce soit dans la plasturgie, que ce soit chez Dacia, que ce soit à l'ONCF, les patrons gèrent eux-mêmes les erreurs des contrôleurs, des fabricants de voitures. On n'a pas besoin d'un code de l'automobile, d'un code de la plasturgie et d'un code du matelas pour gérer les professionnels de ces secteurs-là. Mais pourquoi donc, pourquoi on ne sent pas, enfin, le public ne sent pas cette correction, peut-être ces sanctions vis-à-vis des journalistes. Tu as cité éventuellement un exemple banal qui est le crocodile dans le web de Bloomberg, mais moi je citerai peut-être un exemple plus grand que celui-là, et je dirais peut-être les attentats ou tout ce qui se passe autour du monde actuellement. Est-ce que les histoires, ou plutôt les scénarios sont amplifiés? Tout à l'heure tu as dit à Bruxelles, plutôt à Luxembourg, il y avait 2 bombes explosées. On entend parler de 4 bombes. Et je pense que c'est un sujet qui est quand même déstabilisant et ça impacte la vie publique de tout le monde. Mais on ne sent pas la répression de ces journalistes ou peut-être ces organismes qui amplifient des sujets, mais qui influencent la vie des gens. Parce que maintenant, ça génère quand même de l'insécurité, de l'instabilité vis-à-vis de tout le monde. Mais comment le public peut être sécurisé de ces fautes ou de ces bavures de journalistes? Comment le sentir aussi? Parce que ça ne s'arrête pas. Aujourd'hui, c'est une bavure, aujourd'hui c'est une erreur, et après demain c'est une autre. C'est de plus en plus amplifié, au point que ça crée de l'indifférence. On est complètement indifférent de ce qui est publié et ce qui est dit par le journal actuellement, à cause de ça. Mais comment donc le public est sécurisé de ça? Et comment faire sentir au public que ces journalistes sont effectivement réprimandés? Parce que je sais qu'il y a un contrôle qualité, que les gens qui sont propriétaires de Civali ont un laboratoire d'analyse, que dedans il n'y a pas de germes de bactéries ou de pollution chimique, donc je la bois en toute confiance. Si j'ouvre mon journal ou je regarde sur mon smartphone les informations, je vais pouvoir les lire en toute confiance. Moi alors, quand je parle de la presse, c'est pas la presse au Maroc, c'est le Maroc qui est dans le régime général mondial maintenant. Le ministre de l'Intérieur français, quand il y a eu il y a 6 mois, quand il y a eu les attentats de novembre, il n'y a pas moins de 6 mois, au lieu de dire les services marocains nous ont fourni des renseignements qui ont permis l'arrestation de Saint-Denis, il a dit un pays hors d'Europe nous a fourni des informations. Là j'étais en France à ce moment-là et j'étais chez Radio France pour une autre affaire. Et donc je dis aux journalistes, vous avez répété ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, vous savez très bien que c'est le Maroc, moi je le sais, vous le savez, toute la rédaction le sait. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas votre travail, alors que vous êtes un employé de l'État en plus chez Radio France, en disant, Monsieur Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a dit un pays hors d'Europe, et poser la question au ministre de l'Intérieur en disant pourquoi vous ne dites pas que c'est le Maroc et pourquoi vous ne voulez pas dire que c'est le Maroc. Je prends un exemple parce qu'il est parlant pour vous. Là, le journaliste n'a pas fait son travail. On a failli presque en venir aux mains parce que je dis, les Français, dont moi le premier d'ailleurs, vous êtes des donneurs de leçons, ou nous sommes des donneurs de leçons. Quand on donne des leçons aux autres, il faut savoir se les appliquer à soi-même aussi. Et c'est une très bonne question que vous avez posée. C'est tout le fond de la question des médias et de la crédibilité des médias. Gardez en tête l'exemple de la Civali ou des autres marques d'eau d'ailleurs. Pas de publicité. Mais c'est pareil pour n'importe quel produit industriel. Là, je me tourne vers les DRH, on est dans la même logique. Si j'achète un matelas ou une Dacia, je vais être sûr qu'elle ne va pas finir dans le fossé ou à la rue. On est dans la logique industrielle et de la confiance du producteur. Chez le journaliste, c'est un métier qui est noble. Et pour moi, un journaliste doit être quelqu'un de neutre. Je ne vais pas revenir sur les exemples qu'a donné Guillaume, mais pour moi, un journaliste qui vient écrire, en fait, il y a un problème entre 2 personnes. Le journaliste, normalement, s'il fait bien son travail, il est censé écouter les 2 parties. Et surtout donner le droit de doute. Pardonne-moi, amicalement de te couper, le journaliste, il y a un vieux journaliste français qui a dit un journaliste ne peut pas être objectif, mais il a le devoir d'être honnête. Aujourd'hui, je prends deux journaux de bonne qualité, c'est Al Bayan, qui est le support de, je ne vais pas dire de bêtises, du PDS, de la gauche en tout cas, et La Dépêche, qui est le support sous-marin du PAM. C'est 2 journaux de bonne qualité, en termes d'information. Mais il est évident que quand un sujet est traité par Al Bayan ou par le PAM, il va pas être traité, ou par un journaliste du PAM, pardon, il ne va pas du tout être traité de la même façon. Chacun peut avoir son éclairage. Un journaliste, c'est pas un juge, il n'a pas le devoir d'être neutre, il a le devoir d'être honnête. Et si moi, imaginons que je sois chez Al Bayan et que je sois PPS, c'est pas le cas, je sais que mon optique, elle sera plus sociale, plus de gauche, que si je suis dans un autre média. Mais tu vois ce que je veux dire comme différence?
Neutre, c'est le journal officiel. Voilà, c'est le seul qui est neutre, mais il est aride, il n'y a pas d'information dedans. Justement, Monsieur Badardine nous a permis de... donc c'est un échange fructueux. Cet échange fructueux. Ma question est la suivante, justement, concernant la crédibilité et l'objectivité de l'écriture journalistique. Pensez-vous que l'écriture journalistique ou bien le journaliste peut être objectif? Mais dans certains cas, pour diffuser par exemple une simple information, il doit être objectif. Est-ce que vraiment on peut être crédible? Objectif, je vais prendre le cas d'une de mes anciennes élèves par 1 heure de retard, 1 heure et demie de retard. Donc tous les jours, elle va poster sur Facebook et puis une fois par semaine dans la vie éco le scandale de l'ONCF qui maltraite les passagers et qui prend en otage tatati tatata. Je pense qu'elle sort de son rôle en disant ça. Et si le journaliste, enfin, je me suis expliqué avec elle, je lui ai dit, ce que tu fais, tu peux mettre tu fais un éditorial ou un billet d'humeur et tu le précises bien. Tu dis, moi, je ne dirai pas son nom, je suis énervé parce que j'ai du retard 3 fois par semaine avec l'ONCF. Si tu es journaliste professionnel, tu vas à la direction de l'ONCF, tu vas à la direction de l'équipement et tu demandes le nombre de trains qui ont été en retard, la durée moyenne des retards, le nombre de passagers par train, etc. Et tu en tires des statistiques, et avec ça, tu peux dire, voilà, il y a 9 trains sur 10 qui sont en retard, ce qui est vrai, qui va dans le sens de ce qu'elle a dit, où il y a 20%, je ne sais pas quel est le taux de retard, où il y a 20% des trains qui sont en retard, ou bien il n'y en a que 5%, et en plus, c'est pas aux heures de grande fréquence. Ça change tout. Et moi, en tant que lecteur, j'ai besoin de savoir si l'ONCF est totalement incompétente, ou si, en fait, globalement, la majorité du trafic ferroviaire entre les deux capitales se passe correctement. Voilà, c'est ça mais la différence. Elle n'est pas dans des grandes déclarations de première page, elle est dans un travail de fourmi et d'enquête. Et ce qu'a dit Sarah tout à l'heure, c'est vital, c'est que le journaliste il doit pouvoir sortir de son bureau. Je suis allé dans un grand quotidien dont je tairai le nom, il y a des pointeuses à l'entrée, comme chez Dacia. Et un journaliste, il est payé à écrire 50 000 signes par semaine, ou 100 000 signes, peu importe, ou à faire 2 heures de vidéo, il n'est pas payé à faire de la présence au bureau. Le bas de là, c'est quelque chose... Donc je dis ça au patron, je dis pourquoi vous avez laissé une pointeuse? C'est peut-être bien pour la comptabilité, ou le stock, ou l'imprimerie, mais pour le journaliste, son métier, c'est comme un chien de chasse, c'est d'être dehors. Un journaliste, c'est un lion, c'est pas un mouton d'élevage, donc il doit être dehors, aller chercher l'information. Là, je suis tombé sur un mur, peut-être que dans 2-3 ans, la personne comprend. Je peux trouver les mêmes exemples à Paris, hein, rassurez-vous, les sociétés sont kiff-kiff. Bonjour. Question. Je vous remercie d'abord pour cette conférence que vous avez donnée aussi. Ma question est simple. Je voulais vous demander, est-ce que vous considérez passion ou de la propagande? Ça dépend. Je pense que les politiques comme les industriels ont le droit de faire une sorte de propagande. Si vous faites un reportage par exemple sur l'usine Peugeot qui va bientôt être construite à Kenitra, c'est sûr que Peugeot va essayer de faire une sorte de propagande ou de publicité ou de réclame. Si vous interviewez le ministre de l'économie sur le taux de croissance du Maroc, il ne va pas vous dire, il va essayer d'aller un peu plus loin que le vrai taux de croissance ou de présenter son point de vue. C'est aux journalistes de faire ce travail, de différencier ce qui est de la réclame ou de la publicité, je dirais pas forcément de la propagande, et de dire quelle est la réalité. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est ça que le public attend, et le public... Quand je dis il y a un journal PAV et un journal PPS, c'est qu'il y a un lectorat PAV et il y a un lectorat PPS. Il y a un lectorat Istiklal, il y a un lectorat PJD. Je ne sais pas s'il y a un lectorat PJD, mais il y a 2000 exemplaires. Enfin, il y a un lectorat pour chaque opinion politique, et puis il y a aussi un lectorat pour les gens qui n'aiment pas la politique. Donc c'est aux journalistes de soigner en fonction des gens auxquels ils s'adressent. Ce qui est dit sur Lux Radio en français, c'est pas du tout ce qui est dit sur Atlantique Radio en français. C'est pas les mêmes cibles. Même si les journalistes se passaient d'une radio à l'autre, ils s'adaptent à l'entreprise, à la culture et aux valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Bonjour. Moi, je voulais remercier le président de m'avoir invité. Justement, je voulais revenir sur les politiques dans la matière. Et moi, je rejoins sur l'idée qu'il y a une neutralité. Donc, que ce soit Bayan ou les différents partis, imaginons ce journaliste qui change de casquette. Donc il part d'un côté vers un autre,
est-ce qu'il perd en crédibilité, puisqu'il va défendre d'autres valeurs et d'autres cultures? Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est plus intéressant, en tant qu'auditeur ou lecteur, d'avoir vraiment l'information, et c'est ça l'objectif d'un journaliste, avoir la quête de l'information et avoir la vérité, ou véhiculer un message juste pour le vendre? Merci. Divertissement. S'il n'y avait que de l'information pure, c'est exactement comme regarder une radio du bras, une radiographie. C'est totalement inintéressant et inintelligible. Donc il faut qu'il y ait une partie un petit peu amusante, un petit peu distrayante. Il faut aussi qu'on ait une partie qui nous aide à réfléchir, qui nous aide en nous apportant des éléments de réflexion. Les éléments de réflexion que je vais prendre dans l'économie ne sont pas du tout les mêmes que ceux que je vais prendre dans le matin ou dans la dépêche. C'est à moi de choisir tel ou tel média ou tel journaliste. D'ailleurs, il y a des gens, je prends l'exemple de Marceline, parce que maintenant il est retraité, qui est un journaliste dont j'ai apprécié la plume et la façon d'écrire. Peu importe ses idées, je vais l'acheter pour le plaisir de lire ce qu'il a, et même si je ne suis pas d'accord avec lui, ce qu'il a dit va me pousser à réfléchir. Mais la neutralité absolue, ça n'existe, pour moi, ça n'existe pas. Je pense qu'il faut qu'il y ait des opinions, mais il faut que le journaliste soit assez honnête pour dire ça c'est de l'information, ça c'est mon opinion, et que dans la façon dont il écrit, il y ait bien cette différence, et que dans la conclusion on peut mettre de l'opinion, mais dans le corps du texte on met l'information. Ce n'est que mon opinion, moi je ne suis pas neutre. D'autres questions? Ok, ça sera la dernière. Merci. Inconvénient sur le journalisme. C'est exactement le même impact que quand on est passé des... Ça fait aujourd'hui, Internet, ça fait partie de la vie de tout le monde, enfin de presque tout le monde. Donc le journaliste, il doit vivre avec, et le saut technologique, il est passé maintenant. Les chiffres de M. Bouchouira le montrent, à peu près la moitié des Marocains vont chercher leur information sur un média qui est alimenté par une prise de courant, que ce soit Internet ou la télévision ou la radio. C'est là où le journaliste peut s'adapter. Il peut plus juste écrire dans son coin en se disant j'écris le soir pour que ça soit imprimé le matin. On est dans l'information qui, quand elle a passé une heure, elle est déjà périmée aujourd'hui. Voilà un petit peu le concept. C'est plus la nouvelle technologie, c'est la technologie d'aujourd'hui. Et juste pour ajouter un petit point, c'est ce que a dit Sarah au départ, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on a de moins en moins de journalistes qui sont sur le terrain. Maintenant, c'est très facile en fait, l'information elle circule rapidement. Voilà, j'ai pas besoin d'être sur place pour avoir l'information. Il faut bien que quelqu'un y aille chercher. Il y a un moment, c'est un peu comme la CDI, il faut qu'il y ait une source. S'il n'y a pas de source, et que tout le monde fait que répéter ce qu'a dit l'autre, on finit par répéter ce que disait mademoiselle tout à l'heure, c'est-à-dire des choses qui sont fausses. Mais il faut quand même qu'il y en ait un qui aille sur le terrain. Si les nouvelles non, mais justement, moi ce que je dis, c'est pas assez ce qui se passe. Quand il y a eu, vous vous souvenez de l'affaire Amina Filali, c'est la jeune fille qui, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle est morte, mais elle se serait suicidée parce qu'on l'obligeait à se marier avec son violeur. Le premier journaliste qui est allé, ça commence à être vieux, mais le premier journaliste qui est allé, c'est un journaliste, un stagiaire qui était un de nos élèves d'ailleurs, qui était chez Actuel. C'est réellement passé. Ok, merci beaucoup messieurs, merci à vous tous.